On y va? Ben oui, allons-y. Allons-y. Ouais. Donc, il y a encore des personnes qui rentrent tranquillement, mais on va démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce premier webinaire de la série Expérimenter la circularité. Je suis Hortense, on vous accueille avec ma collègue Alice aujourd'hui et pour les 8 webinaires de la série. Vous allez nous voir animer alternativement les sessions et intervenir dans les discussions. Nous travaillons au CERIEC, le Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire, basé à l'ETS à Montréal. Cette série de webinaires est issue du projet du Lab Construction, un laboratoire d'accélération en économie circulaire pour le secteur de la construction. Ce dispositif a permis de mener 19 projets en se basant sur la co-création et l'expérimentation. Ces projets ont permis de tester et de démontrer les stratégies d'économie circulaire pour ce secteur. Ces 19 projets sont portés par un ensemble de porteurs et porteuses de projets issus de la recherche, du secteur privé et du secteur public. Et ce sont ces personnes-là que nous allons inviter à venir raconter leurs expériences et apprentissages du Lab Construction lors de ces webinaires. Nous avons donc une série... Désolée, petit problème de cœur. C'est bon, merci. C'est notre premier webinaire, donc on s'ajuste sur la technique. Nous avons une série de 8 thématiques, en commençant donc par une séance introductive aujourd'hui avec nos 2 invités que nous allons vous présenter dans une minute. Nous irons ensuite explorer la conception circulaire et la déconstruction, les méthodes de quantification et les modèles d'affaires, l'économie circulaire en contexte municipal, les processus d'approvisionnement, la rénovation résidentielle, les leviers réglementaires, le réemploi et la valorisation. Le lien pour vous inscrire aux autres séances qui ont lieu les lundis et jeudis dans les 4 prochaines semaines va être mis à disposition dans le chat. Voilà pour l'introduction. Donc aujourd'hui, pour cette première session de notre série intitulée Circularité dans la construction 101, nous recevons 2 invités qu'on connaît bien. Bienvenue Annie, bienvenue Daniel. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Ça fait plaisir. Je vous présente brièvement. Donc Annie, tu es directrice scientifique du CERIEC et de l'Institut Adapté, qui travaille sur la résilience et l'adaptation au changement climatique pour l'environnement bâti. Daniel, directeur du CERIEC et aussi directeur exécutif du réseau de recherche en économie circulaire du Québec. Entre autres, vous avez l'un et l'autre d'autres nombreuses casquettes. Merci de nous partager aujourd'hui votre expertise et d'être avec nous ce matin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous partage quelques informations techniques. Comme vous avez pu le constater, on est en mode webinaire, donc le chat est désactivé, même si vous allez pouvoir recevoir des messages, mais vous ne pourrez pas non plus lever la main pour poser une question. Vous pouvez par contre indiquer vos questions dans la boîte questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. On va pouvoir répondre à certaines de ces questions par écrit. Merci à notre collègue Émilie du CERIEC qui est là aujourd'hui pour nous soutenir là-dessus, pour vous envoyer des informations. Et on pourra à nos panélistes poser quelques questions aussi en fin de session. Autre information, vous pouvez ajuster la taille de la présentation et de la vidéo grâce à la barre qui est située normalement au milieu de votre écran que vous pourrez faire glisser d'un côté ou de l'autre. Puis finalement, on va parler au cours de toutes ces sessions des projets d'expérimentation qui sont mentionnés dans les webinaires. Ils sont liés à des livrables qui seront disponibles dans la plateforme web du Lab Construction qui va être partagée dans les tout prochains jours. On vous revient là-dessus. Enfin, ce webinaire est enregistré et sera disponible en rediffusion dans la plateforme YouTube du CERIEC très prochainement. Allons-y. Donc, avec Daniel, Annie et Alice pour nous lancer autour de notre sujet. Alors, Daniel, c'est quoi l'économie circulaire? On est vraiment là aujourd'hui, on met la table avec le sujet. Donc, c'est quoi l'économie circulaire et à quoi ça répond? Oui. Alors, en fait, je pense qu'une mise en contexte est importante, en fait, avant de présenter l'économie circulaire. Il faut savoir que, bon, premièrement, la population, évidemment, humaine sur la planète est en pleine expansion. On a franchi le cap des 8 milliards d'individus en novembre 2022 et tous ces individus consomment des ressources. Alors, on a déjà franchi le cap du milliard, en fait, du 100 milliards de tonnes de ressources qui entrent dans l'économie annuellement. Et sur 100 milliards de tonnes de ressources, il n'y en a que 7,2 qui reviennent dans l'économie après un premier tour de roue. Et ça, dans un contexte, évidemment, où les ressources de la planète sont fixes. Il y a également, sur le plan de la biodiversité, un enjeu important. Il y a plus d'1 million d'espèces en ce moment qui seraient menacées d'extinction. Le fameux 1,5 degré, en fait, qu'on essaie de ne pas dépasser, a déjà été dépassé à quelques reprises cette année.
Et au Québec, en fait, on n'est pas mieux qu'ailleurs. En fait, on a un taux de sécularité de l'économie qui est encore plus bas que celui de l'économie mondiale à 3,5 %. Le grand responsable de ça, entre autres, c'est notre économie actuelle qu'on dit linéaire, où essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait les ressources, on les transforme, on les consomme et on les jette. Alors, dans un contexte où les ressources sont fixes, on peut évidemment penser qu'évidemment, on n'est pas dans un modèle, dans une trajectoire durable, et c'est là qu'entre en jeu l'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire, c'est essentiellement un système de production et de consommation qui vise essentiellement à maintenir le plus longtemps possible dans l'économie les produits et les ressources que ces produits contiennent. Alors, ça se fait à travers une douzaine de stratégies qui sont regroupées en blocs. Et la première stratégie, en fait, c'est de repenser les produits, de la façon dont on les élabore, dont on les conçoit, pour qu'ils soient plus robustes, pour qu'ils soient réparables, pour que les composantes soient non toxiques, pour que les modes de production aussi soient les moins énergivores possibles. Donc, en amont, en fait, de l'arrivée du produit dans l'économie ou sur le marché, si vous voulez, on doit le repenser pour qu'il soit prêt à la circularité. Alors, le deuxième bloc, c'est qu'une fois que les produits sont arrivés sur le marché, ce qu'on veut, c'est augmenter leur productivité, entre guillemets, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils soient utilisés le plus longtemps possible, le plus intensément possible. À peu près 80% des produits qui nous entourent sur le plan domestique seraient utilisés moins d'une fois par mois. Donc, on est entouré de produits qui sont sous-utilisés. Et c'est la même chose pour vos voisins et les voisins de vos voisins. Donc, l'idée, c'est de partager ces produits-là, de faire en sorte que chaque produit puisse être utilisé de façon plus intensive. Et il y a sur le marché une série de plateformes qui permettent à la fois aux consommateurs, aux citoyens, mais aussi aux entreprises de pouvoir partager ces produits entre eux. Alors, une fois qu'on a intensifié l'utilisation des produits, ce qu'on veut, c'est allonger la durée d'usage. Donc, faire en sorte que ces produits-là restent encore une fois dans l'économie le plus longtemps possible. Et ça se fait évidemment par la réparation, ça se fait par le don, ça se fait par évidemment tout ce qu'on utilise en fait comme plateforme pour être capable d'utiliser des produits de seconde ou de troisième main. Évidemment aussi, de plus en plus de manufacturiers se lancent dans le reconditionnement des produits, de leurs propres produits, en offrant des garanties souvent qui s'apparentent aux produits neufs. Donc, on voit de plus en plus ça dans les produits, entre autres, électroniques. Une fois qu'on a fait ça, évidemment, il reste ce que tout le monde connaît, évidemment, le recyclage, entre autres, le compostage. Donc, mais il faut avoir passé les étapes préalables avant d'en arriver là. Malheureusement, la plupart des produits qui sont sur le marché actuellement ne répondent pas aux critères que je viens de vous mentionner. Et il y a ultimement un modèle, en fait, ou une stratégie d'affaires qui devrait être normalement dominante dans une économie circulaire dominante qu'on appelle l'économie de fonctionnalité, où, en fait, plutôt que de vendre un produit, les manufacturiers vendent l'usage des produits et en conservent la propriété, donc sont en boucle fermée, si vous voulez, avec leurs clients. Et ça permet donc de conserver les produits et les composantes de ces produits-là le plus longtemps possible dans le marché, parce qu'on peut évidemment s'imaginer que moins un manufacturier à intervenir sur son produit d'un client à l'autre, évidemment, plus c'est rentable pour lui. Donc, il y a tout intérêt à faire en sorte que le produit soit le plus robuste et circulaire possible. Voilà. Merci beaucoup. Puis d'ailleurs, sur l'économie de fonctionnalité, il y a un des webinaires qui va traiter entre autres de ce sujet-là. Puis on a un chercheur de l'Université Laval qui va venir aussi nous exposer les autres avantages, avec Annie aussi d'ailleurs, qui sera là de ces modèles-là. Donc, n'hésitez pas à chercher ça dans la liste si c'est un sujet qui vous intéresse. Merci Daniel. Puis Annie, je me tourne vers toi. Pourquoi le secteur de la construction est un enjeu de ce point de vue-là, de la linéarité puis de la circularité? C'est sûr que le secteur de la construction, c'en est un qui est très important là, du point de vue économique. En fait, c'est un très grand consommateur de ressources. Donc, on peut penser à tous les matériaux qui vont venir dans les différents éléments de bâtiment, mais aussi les infrastructures qu'on construit. Et on a évidemment aussi les chantiers comme tels qui vont consommer de l'énergie, tout ça. Puis évidemment, l'utilisation de toutes les infrastructures. Donc, autant quand on parle de rénovation où on va avoir besoin de matières additionnelles, l'énergie aussi pour l'opération et la fin de vie. Donc, malheureusement, au niveau des bâtiments, tout ça, des infrastructures, on est encore très, très peu à
appliquer des stratégies comme celles que Daniel mentionnait, le réemploi, le reconditionnement, la réutilisation, même le recyclage, on fait encore très peu de tri. Donc, c'est beaucoup encore le tout à l'enfouissement, malheureusement. Donc, évidemment, ça génère énormément de matières résiduelles, le fait de déconstruire et d'envoyer tout ça à l'enfouissement. On sait qu'il y a environ 40%, là, dépendamment des endroits dans le monde, des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui sont générées par le secteur de la construction. Donc, on a souvent le réflexe de penser, évidemment, à l'opération, donc l'énergie d'opération, mais quand on réfléchit surtout le cycle de vie de nos bâtiments, de nos infrastructures. Évidemment, il y a la production des matériaux qu'on va consommer. On le voit, c'est moins près de nous. On a un peu moins le réflexe d'y penser, mais que ce soit les métaux, le béton, le bois, donc tous les matériaux, ils ont tous une chaîne de production. Donc, l'extraction de ces matières-là, évidemment, va entraîner des gaz à effet de serre parce qu'on consomme de l'énergie fossile partout dans ces chaînes d'approvisionnement-là. Mais on a aussi d'autres types d'impacts, que ce soit, par exemple, l'émission de composés toxiques, quand on pense aux mines, aux résidus miniers. Ça peut être aussi les impacts de la biodiversité dont on parlait un peu plus tôt. Donc, on va évidemment détruire des milieux pour aller extraire des ressources. Et évidemment, les usines de production vont aussi émettre toutes sortes de polluants, incluant des gaz à effet de serre. Évidemment, l'empreinte que nos activités, nos infrastructures vont avoir sur le sol, ça va aussi avoir un effet tant sur la biodiversité que sur d'autres types d'impacts environnementaux. Donc, quand on regarde ça d'un point de vue cycle de vie, puis d'un point de vue de toutes les problématiques environnementales que toutes ces activités-là entraînent, mais c'est sûr que de se tourner vers un modèle plus circulaire en optimisant l'utilisation de ces ressources matérielles et énergétiques-là peut avoir vraiment un bénéfice très, très important pour l'environnement. Oui, ben merci à vous deux pour avoir mis la table sur ces enjeux. Au CERIEC, en constatant ces enjeux-là de l'économie linéaire, les impacts du secteur de la construction, on a proposé comme réponse le Lab Construction. En tout cas, c'est une proposition de réponse ou de transformation sur ces enjeux-là. Annie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce dispositif? Oui, en fait, le Lab Construction, c'est le premier d'une série de plusieurs qu'on souhaite. Puis, l'objectif, la mission du Lab, c'est de démontrer par des projets d'expérimentation innovants et co-créés avec les parties prenantes comment on peut intégrer, puis ensuite généraliser les stratégies d'économie circulaire dont Daniel parlait dans le secteur de la construction au Québec. Donc, ça s'est échelonné sur 3 ans. Donc, on est vraiment à la toute fin du processus actuellement. Donc, depuis début 2021, on a eu évidemment le démarrage. On a approché de nombreuses parties prenantes qui ont accepté de se joindre à l'initiative du laboratoire vivant. Puis ensuite, il y a eu différents ateliers qui ont permis de se faire une idée de ce qui était un secteur de la construction circulaire. Quels sont les leviers? Donc, pourquoi pas les leviers, mais les freins, pourquoi on n'y est pas présentement? Donc, on a identifié les différents freins comme ça, évidemment avec des gens qui viennent de tous les secteurs, de tous les maillons de la chaîne, ça permet d'avoir vraiment une vision beaucoup plus globale. Puis, à partir de ces freins-là, on a élaboré des projets avec des équipes. Solutions. Donc, on a élaboré des projets, des solutions et toujours avec un aspect terrain, expérimentation, on l'a mentionné, très, très, très important. Donc, on visait à développer la solution puis à la tester. Ça pouvait être parfois de démontrer que des choses étaient possibles, de démontrer les bénéfices, tant d'un point de vue économique, environnementaux, et de développer, dans le fond, ce qui permet de lever ces différents freins-là. Je pense qu'il y avait une autre. Oui, c'est ça. Donc, pour donner juste quelques chiffres, je pense que c'est vraiment intéressant de les avoir parce que ça montre un peu la force de frappe que les projets ont eue. Donc, on a eu 306 participants qui se sont joints au laboratoire construction. Comme je le disais, en autant des gens, des constructeurs, des gens qui opèrent les infrastructures, évidemment des chercheurs. Donc, on avait, comme vous voyez, la répartition, 42% qui provenaient du secteur privé. On avait 26% du domaine de la recherche, 25% du secteur public et 7% de la société civile.
Donc, en tout, ça couvrait 127 organisations différentes. Je l'ai mentionné rapidement tantôt en parlant de la mission du lab, mais il y avait 5 ingrédients essentiels et on s'est assuré tout le long de la vie du laboratoire qu'on avait vraiment toujours ces 5 ingrédients-là. D'ailleurs, quand on a élaboré les projets, les équipes solutions, puis ensuite, on avait comme un guide un peu pour s'assurer qu'on allait respecter ça. Donc, ces 5 éléments-là sont évidemment l'économie circulaire. Donc, c'est la mission. Donc, on vise à ce que ces projets-là améliore la circularité du secteur. La co-création, super important, donc j'ai expliqué un petit peu le mécanisme, mais tout ça a été co-créé autant au niveau des freins que dans chacune des équipes solutions. L'innovation, la recherche, donc évidemment, c'est d'essayer de trouver les nouvelles façons de faire pour lever les freins. L'expérimentation terrain, donc tout projet devait avoir une partie expérimentation terrain, puis les retombées partagées, ça c'est très important, puis aussi à la fin du lab, on est en mode transfert de connaissances, dissémination des résultats. C'est ce qu'on fait avec cette série de webinaires-là. Mais ça, c'est super important. Donc, les retombées puissent être partagées pour que d'autres le mettent en œuvre. Donc, en tout, on a eu 19 beaux projets que vous allez découvrir là, dans les prochains épisodes. Peut-être que j'ajouterais aussi que dans cette perspective de l'écosystème de laboratoire d'accélération, on en a démarré 2 autres, un sur les systèmes alimentaires et un autre sur les textiles, et que les acteurs, en fait, entre ces différents labs, on a aussi la mission de les rassembler pour faire des partages d'expériences. Donc, parce que plusieurs ressources, en fait, sont allouées à différents secteurs, pas à un secteur en particulier. Pensons au bois, par exemple, qu'on trouve autant dans le secteur agricole, par exemple, que dans le secteur forestier, que dans le secteur de la construction. Alors, il faut, dans une perspective d'optimiser, en fait, les ressources, c'est important d'avoir ces rencontres entre les acteurs des différents secteurs, les filières industrielles. Oui, créer des ponts. Puis voilà. j'ajouterais aussi, Annie, tu mentionnais la recherche et l'innovation comme ingrédient essentiel. Évidemment, c'est pour faire avancer la recherche puis s'assurer qu'on est à la pointe de ce qui existe, mais c'est aussi pour pouvoir documenter de manière rigoureuse et scientifique les expérimentations qui ont été faites pour pouvoir les transmettre, les répliquer, les mettre à l'échelle, etc. Alice, tu voulais réagir sur le lab, le dispositif? Ouais, je voulais juste apporter aussi peut-être la perspective plus à l'intérieur des projets, parce que Hortense et moi, on a animé le dispositif pendant ces 3 années. Donc, faire un retour d'expérience qu'on a entendu des acteurs et actrices qui ont participé dans le lab. Je pense que ça a vraiment permis de créer du lien entre des acteurs qui se parlent et des actrices qui ne se parlent pas nécessairement, de briser certains silos de communication qui se passaient pas nécessairement dans des personnes qui sont dans leurs activités puis qui n'ont pas nécessairement l'occasion d'aller parler à d'autres étapes, d'autres maillons de la chaîne de valeur du secteur. Donc là, on a rassemblé vraiment tous ces personnes-là autour de la table. Et le dernier point aussi, c'est que je pense que la co-création, de travailler en collaboration avec ces différentes personnes, ça en est des nouvelles manières de penser qui aussi ont permis la dimension d'innovation, la dimension d'expérimentation, d'aller creuser, de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans notre économie, dans notre société actuelle pour pousser le modèle de l'économie circulaire le plus possible, puis résoudre ces problèmes qui sont complexes. Donc, comme disait Daniel, on a des autres labs qui démarrent dans d'autres secteurs, mais on pense vraiment que ce modèle de laboratoire d'accélération, de laboratoire vivant, c'est ça qui permet de résoudre ces enjeux complexes. Notamment par aussi ce que ça a amené, c'est aussi une prise de conscience des autres éléments de la chaîne. Chaque acteur intervient sur un maillon de la chaîne, puis d'avoir ce travail vraiment de co-création collective permet aussi de voir que une décision qui est prise à un moment donné dans la chaîne peut avoir des impacts et des conséquences sur la fin de la vie d'un bâtiment, par exemple. Donc, c'est aussi riche de ce point de vue-là. Merci. Tu voulais ajouter? Non, mais j'allais justement y aller pour vous expliquer justement ce que vient de dire Hortense sur des impacts de projets ou d'actions sur un maillon de la chaîne, puis vers d'autres. En fait, donc, Daniel vous a présenté le schéma de l'économie circulaire générale qui a été, donc, vous l'avez vu sur la diapositive précédente, mais on a aussi en fait adapté ce schéma-là à l'industrie de la construction. Donc là, on va aller un peu plus en détail sur qu'est-ce que ça veut dire l'économie circulaire dans le secteur de la construction. Puis on va prendre les projets du lab pour illustrer cela.
Voilà ce schéma qui paraît peut-être un peu complexe comme ça, mais je vous assure il est compréhensible. Et en fait, il démontre vraiment comment les différents projets du lab s'insèrent à différents maillons de la chaîne de valeur du bâtiment. Donc les maillons de la chaîne de valeur, c'est ce que vous voyez en noir dans la ligne du milieu. Et comment ces projets mettent en œuvre aussi différentes stratégies d'économie circulaire. Donc, la chaîne de valeur du secteur de la construction, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc déjà, en fait, une chaîne de valeur, pour vous expliquer, c'est l'ensemble des activités créatrices de valeur réalisées par plusieurs organisations, depuis la commande ou la conception d'un produit ou d'un service jusqu'à sa fin de vie. Donc concrètement, dans le secteur de la construction, nous, on l'a conceptualisé comme ça dans le lab construction. On l'a découpé en plusieurs étapes. Donc on passe d'abord par la commande du bâtiment, puis sa conception, le choix des matériaux, la construction en tant que telle du bâtiment, la phase d'exploitation du bâtiment. Donc ça, c'est la phase finalement la plus longue où le bâtiment est utilisé. Ça peut, en moyenne, je pense que c'est 40 ans. Puis la déconstruction du bâtiment. Parce que là, maintenant, on est dans un modèle d'économie circulaire, on ne parle plus de démolition. Ces différentes étapes que je viens de vous présenter, donc elles sont en noir sur le schéma, puis on parle aussi donc des étapes du cycle de vie d'un bâtiment. Dans un modèle linéaire, vous les voyez en haut à gauche, puis sur la droite du schéma, on a l'extraction des ressources, puis l'élimination des résidus en fin de cycle. Puis en mettant en œuvre des stratégies d'économie circulaire, les 19 projets du Lab Construction veulent créer des boucles de circularité. C'est pour ça qu'on parle d'économie circulaire. Et donc, ça vise à démontrer comment ça permet de réduire la consommation des ressources et les impacts environnementaux du secteur. Chaque flèche représente un des projets du Lab et on voit quel groupe de stratégie le projet met en œuvre. Et comment ça s'impacte donc à différents niveaux de la chaîne de valeur. La plupart des projets ont été mis en œuvre à l'échelle du système bâtiment, donc c'est le cadre en blanc, mais aussi d'autres ont été travaillés à l'échelle du système urbain. On est assez fiers de vous montrer ce schéma parce qu'on voit bien que finalement, les 19 projets du Lab, ils ont travaillé sur toute la chaîne de valeur du secteur de la construction, puis ils ont mis en œuvre, on a en tout cas exploré toutes les stratégies les stratégies d'économie circulaire d'une manière ou d'une autre. Et donc, vous en saurez plus en détail sur ces projets au cours des autres webinaires. On vous le dit encore une fois, c'est vraiment le webinaire d'introduction. Mais on va prendre aujourd'hui un peu de temps pour creuser quelques projets du Lab, puis vous expliquer un peu comment les quelques stratégies d'économie circulaire appliquées au secteur de la construction. Donc, d'abord, en début de chaîne de valeur, donc il y a la catégorie de stratégie repensée. Donc, repensée en amont du cycle de vie. Donc, ça veut dire finalement l'éco-conception des bâtiments. Donc, ça veut dire repenser la conception des bâtiments en ayant l'objectif de prolonger leur durée de vie et celle des matériaux qui les composent. Dans ce cadre, en fait, il y a un projet du Lab qui a analysé une nouvelle approche de conception. Donc, c'est l'approche de conception en vue de l'adaptabilité. Ça consiste finalement à anticiper les changements d'usage d'un bâtiment au cours de sa durée de vie et puis d'intégrer ces changements d'usage dans sa conception dès le début. Donc, finalement, quand l'usage finit par changer quelques années plus tard, ça évite de démolir et de reconstruire un nouveau bâtiment. Donc, c'est une approche de conception circulaire. Comme une autre approche de conception circulaire peut aller dans le choix de matériaux à moindre impact environnementaux. Puis ces différents éléments-là, ils peuvent être intégrés en amont aussi dans les processus d'approvisionnement. Donc c'est ce qu'un projet du Lab a développé en développant un outil pour aider les donneurs d'ouvrage à intégrer des clauses circulaires dans leurs appels d'offres, dans leur devis. Donc ça, c'est en très résumé ce qu'on peut faire dans la catégorie de stratégie repensée. Dans la catégorie de stratégie 2.1, donc intensifier l'usage des équipements et des bâtiments. Ça veut dire, comme le disait Daniel, les utiliser plus souvent, plus longtemps.
On a un projet qui a donc, comme le disait Hortense aussi, analysé les bénéfices environnementaux et économiques de l'économie de fonctionnalité dans le cadre d'une installation de production énergétique pour un bâtiment. L'économie de fonctionnalité, c'est la vente de l'usage d'un produit plutôt que du produit en tant que tel. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment une entreprise externe qui est au gestionnaire du bâtiment qui est resté propriétaire du système de production énergétique. Et ça, le projet, en fait, a démontré que ça a de nombreux bénéfices en termes de maintenance et puis de maintien de l'équipement, ce qui permet de prolonger la durée de vie de l'équipement, de réduire ses impacts environnementaux. Puis le projet a aussi démontré un certain nombre de bénéfices économiques. Pour la stratégie 2.2, donc prolonger la durée de vie des bâtiments et des matériaux, cela passe par des stratégies qu'on appelle généralement du reconditionnement, mais appliquées au secteur du bâtiment, on parle plus de rénovation circulaire. Et donc là, il y a un des projets du lab qui a exactement fait ça, une rénovation circulaire d'un duplex typique montréalais, dans lequel l'architecte a intégré des différents matériaux issus du réemploi. Un autre projet a analysé le processus de déconstruction de bâtiments et de voir comment l'optimisation de ce processus de déconstruction permet de faciliter le réemploi des matériaux. Et donc, tout ça, ça permet vraiment de s'assurer que les matériaux restent plus longtemps dans le cycle de vie du bâtiment, dans la chaîne de valeur, plutôt que d'être envoyés vers l'élimination ou la revalorisation. Puis finalement, si on n'a pas réussi à réintégrer ces matériaux sans modification, mais là, on passe à la dernière catégorie de stratégie, qui est donc donner une nouvelle vie aux ressources. Donc là, dans le cadre du Lab Construction, il y a plusieurs projets qui ont regardé ce volet-là, notamment un projet de valorisation des bardeaux d'asphalte post-consommation. Les bardeaux d'asphalte, en fait, c'est des matériaux qui sont utilisés pour des tuiles de toiture habituellement, puis c'est un résidu très courant au Québec et qui est disponible en grande quantité. Donc, ce projet-là a vraiment développé un nouveau matériau routier pour les valoriser dans des chaussées non revêtues. Et donc, ça permet de donner une nouvelle vue à ces matériaux. Puis là, on voit un peu ce que disait Daniel, c'est-à-dire que là, on part c'est un matériau qui est issu d'un bâtiment qui se retrouve finalement dans une route. Donc, on voit vraiment qu'il y a des liens qui se créent des fois entre plusieurs types de produits, d'infrastructures, etc. Puis, pour vous citer encore un autre projet, il y a dans un autre contexte un projet qui a regardé le démantèlement des portes et fenêtres. Donc là, c'est finalement des portes et fenêtres, elles peuvent être réemployées, mais il arrive à un moment où elles répondent peut-être plus aux exigences énergétiques ou environnementales des bâtiments d'aujourd'hui, donc on ne peut pas vraiment les réemployer. Donc là, l'idée, c'est de les démanteler pour être capable de recycler de manière séparée les différents éléments qui les composent, donc le bois, le PVC, le verre. Donc ce projet-là a vraiment analysé le processus de démantèlement, puis de voir comment on peut développer un nouveau modèle d'affaires autour de ça. Un autre élément dont on n'a pas parlé, c'est vraiment l'aspect réglementaire aussi de tous ces enjeux-là. On a parlé beaucoup là de techniques, de choses d'innovation en termes de procédés, etc. Mais il y a aussi beaucoup on doit aussi préparer le terrain d'un point de vue réglementaire. Et donc, il y a un projet qui a regardé la réglementation municipale pour voir quels leviers on pouvait mettre en œuvre pour favoriser la valorisation des résidus de construction, rénovation, démolition. Donc ça, c'est pour vous faire un tour rapide là, des projets qui peuvent être nés à l'échelle du bâtiment. On voit bien que c'est des différentes stratégies qui sont complémentaires. On voit aussi la hiérarchisation, c'est-à-dire qu'il faut quand même commencer par repenser en amont nos bâtiments, la manière dont on conçoit, etc., pour arriver finalement à avoir le moins possible de résidus à valoriser en fin de cycle de vie. Et donc, toutes ces stratégies permettent de créer des boucles de matière, d'optimiser les flux et finalement de réduire l'impact de nos bâtiments. Mais ce qui est aussi intéressant de comprendre, puis c'est ce qu'on a essayé de faire dans la construction, c'est qu'on agit dans le système bâtiment, mais cela a un impact aussi sur les systèmes urbains. Et donc, c'est ce que trois projets du lab ont finalement aussi
regarder. Donc là, en regardant comment on peut mettre différentes stratégies d'économie circulaire à l'échelle d'un quartier. L'autre a analysé les leviers municipaux, donc qu'est-ce qu'un territoire municipal peut mettre en place pour favoriser l'économie circulaire. Puis un dernier a vraiment regardé les flux de matière, les flux de matériaux de construction sur le territoire de la ville de Montréal. Et donc, vous voyez ces projets-là apparaître dans le cadre noir. Beaucoup d'informations. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que de ce schéma, c'est que on a donc une chaîne de valeur, un cycle de vie du bâtiment, puis qu'il faut avoir une approche systémique qui agit à différents niveaux de ce cycle de vie pour avoir vraiment une approche qui prend en compte les différents impacts que peuvent avoir les stratégies. J'espère que ça vous aide à mieux comprendre, vous, votre niveau d'intervention spécifique dans votre organisation ou dans votre pratique et de mieux anticiper les impacts que cela peut avoir sur vos projets. Voilà. Merci beaucoup. Bel aperçu. Je souligne, tu disais qu'à l'instant là qu'on travaille aussi sur le système urbain. Ce qui est intéressant, c'est que cette dimension-là, elle a été vraiment amenée par les acteurs. On était un peu parti au départ avec un système bâtiment prioritaire, puis les acteurs ont vraiment amené cette dimension de dire, oui, mais le bâtiment, il est dans un système urbain qui implique aussi toutes les dimensions d'urbanisme, de développement territorial et autres. Donc, ça a été une des nombreuses richesses amenées par le processus de co-création. Merci Alice. Donc, tous ces projets qu'Alice a mentionnés là brièvement, ils vont être présentés en détail lors de la série de webinaires. Je pense qu'on l'a assez dit. Mais les porteurs et porteuses du projet vont eux-mêmes venir expliquer les résultats de leur projet et leurs apprentissages. Donc, ça va être intéressant de l'entendre aussi de leur point de vue à eux. Bon, avec ce que vous venez de nous dire tous les trois, on voit qu'on constate quand même que passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire représente vraiment un changement de système. Un changement de société, c'est assez profond. Donc, quels sont les enjeux que vous identifiez dans cette transition-là pour aller vers ce changement? Daniel, je commencerai par toi. On va faire un petit tour de table. En fait, on en a un petit peu parlé depuis le début, mais de passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire demande une approche systémique. Et il y a peu de projets qui ont cette vision systémique des choses. L'idée, en fait, c'est souvent on a des très bonnes idées, mais lorsqu'on les met en application, on crée un problème ailleurs. Donc, ça prend évidemment une approche, on appelle ça une approche globale, une approche cycle de vie, si vous voulez, pour éviter justement de faire des déplacements d'impact. Donc, l'approche systémique, elle est essentielle et à ce que je sache, à ce que nous sachions, ce projet de lab construction est le premier qui aborde justement le secteur de manière systémique. Il faut savoir que j'en parlais tantôt, on est dans une économie linéaire depuis l'ère industrielle, donc globalement depuis 150-200 ans. Là, donc, les ornières de l'économie linéaire sont extrêmement profondes. Donc, en sortir, c'est difficile. Il y a évidemment toute la publicité qui nous encourage toujours à surconsommer toutes sortes de produits qui sont parfois complètement inutiles. Donc, d'amener les gens à avoir plus de sobriété dans leur approche à la consommation, c'est quand même quelque chose de complexe dans un contexte également où, je le disais en début d'entrevue, il y a en fait notre démographie est galopante. On devrait atteindre probablement 11 milliards d'individus en 2100 et déjà on a des problèmes d'adéquation entre les ressources et les besoins de la population humaine. Donc, c'est des enjeux importants. Il y a aussi l'urgence. Vous connaissez peut-être le concept des limites planétaires. On en a déjà dépassé 7 sur 8, dont certaines de manière probablement irréversible. Donc, il y a cette notion d'urgence qui rentre en ligne de compte. Alors, il y a beaucoup de choses à faire pour être capable de changer de façon profonde le système de production-consommation puis d'amener plus de circularité. Mais il faut le faire petit bout par petit bout. Et puis, c'est ce qu'on tente de faire ici avec cet écosystème de lab d'accélération. Merci Annie. Qu'est-ce que tu identifies de ton côté comme enjeu? C'est sûr qu'au niveau des freins, il y en a plusieurs qui ont été identifiés au cours du lab. Puis on a souvent tendance à penser immédiatement
que ça prend de l'innovation technologique, qu'on a besoin de... Puis effectivement, on le voyait dans les exemples de projets qu'Alice a donnés, qu'il y en a certains qui vont toucher comment est-ce qu'on fait techniquement cette chose-là, on ne l'a jamais fait. Donc évidemment, parfois, par exemple, il faut concevoir autrement, donc il faut vraiment imaginer d'autres façons de bâtir, ou quand on veut valoriser des matériaux, ben, il y en a certaines techniquement, pour l'instant, c'est pas possible, donc comment est-ce qu'on développe ces procédés-là? Mais la question est beaucoup plus complexe que ça, puis il y a des freins qui sont vraiment de toutes sortes de nature, puis il faut vraiment réfléchir à des solutions sur ces freins-là aussi. Donc, tu as mentionné, Alice, un exemple de projet au niveau de la réglementation. Ben ça, il y a énormément de barrières, autant que ce soit, par exemple, au niveau du code du bâtiment ou des différents codes de construction qui obligent certaines choses, puis qui ne sont pas nécessairement adaptées à la circularité parce que c'est évidemment pas quelque chose de laquelle on se préoccupait avant. Il y a parfois des réglementations environnementales, par exemple, qui vont faire en sorte que des résidus, dès qu'on déconstruit, ben c'est vu comme des résidus. Et là, il y a des réglementations qui visent à protéger l'environnement, donc qui ont un très bel objectif, mais qui vont peut-être permettre faire en sorte qu'on ne sera pas en mesure de réutiliser ou de réemployer, parce que ça n'avait pas été réfléchi. Donc, encore là, la vision systémique est super importante quand on réfléchit ça. Donc, d'identifier ces barrières-là, il y a évidemment énormément de barrières économiques parce qu'on tente justement de faire une transition de modèle économique, mais on est dans une économie qui est excessivement linéaire où, avec la croissance et ces questions-là, la sobriété n'est pas facile à atteindre. Donc, comment est-ce qu'on y va par exemple, l'écofiscalité ou comment on refait des modèles d'affaires où les stratégies de circularité deviennent rentables et donc les gens vont naturellement se diriger vers ces modèles-là. Donc, il y a énormément d'aspects comme ça à considérer. Puis les projets de recherche ne doivent vraiment pas être uniquement technique. D'ailleurs, dans beaucoup de cas, on sait comment faire techniquement, mais c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à le mettre en place. C'est à ça qu'il faut s'attaquer parfois là, dans certains cas. Changer les pratiques aussi, c'est tout un défi. Annie, veux-tu dire 2 mots sur les effets rebonds? Daniel l'a mentionné très rapidement, mais peut-être nous expliquer rapidement ce que c'est, puis quels sont les enjeux autour de ça? Oui, bien, les effets rebonds, en fait, c'est quand on arrive à faire quelque chose plus efficacement, donc que ce soit si on consomme nos ressources matérielles, nos ressources énergétiques de façon plus efficace parce qu'on met en place des technologies qui vont être du domaine circulaire. Mais l'effet rebond, c'est que comme on est plus efficace, ça nous coûte moins cher en matière, en énergie, bien, on a tendance à prendre cet argent-là pour juste en consommer plus au bout du compte. Donc ça, c'est vraiment comme très documenté comme effet. Là. Donc, plus on est efficace, plus on a tendance à consommer plus. Donc, et ça rajoute une couche de complexité, puis justement, ça appelle encore plus à cette idée d'avoir une vision systémique, parce que quand on a une approche très ingénierie, bien évidemment, on regarde notre système, on améliore son efficacité, on réduit nos consommations de ressources matérielles et énergétiques. Si on met des indicateurs d'impact environnementaux, on réduit nos impacts environnementaux. Mais si on regarde ces effets rebonds-là, qui sont un peu plus de nature économique ou même des fois de nature psychologique, donc on pourrait être tenté de se dire « Ah, ben mon produit est plus circulaire, il y a moins d'impact sur l'environnement. » Puis on pourrait avoir tendance peut-être à en consommer plus parce qu'on a l'impression que ça n'a pas d'impact. Donc, je pense qu'il y a une nature économique, une nature psychologique. Et là, quand on tente de le modéliser, là, déjà là, c'est plus complexe. Puis comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on ne tombe pas dans ce panneau-là? C'est vraiment pas si évident que ça. Donc, encore là, comment la sobriété, on arrive à la conserver, ce qui fait en sorte que oui, on améliore l'efficacité, mais en même temps, dans l'autre sens, on ne va pas augmenter notre consommation, donc on va avoir une réelle diminution en termes d'impact environnemental absolu. Donc, un autre point de vigilance aussi. Merci Daniel. Là, dans le lab, on a travaillé sur des démonstrations. Qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi les enjeux pour la suite? Ben, après ça, évidemment, c'est de faire en sorte que les stratégies qui ont été testées, en fait, les solutions qui ont été testées, en fait, soient implantées à grande échelle au niveau de la société. Et c'est là aussi un défi. En fait, ce que parlait tantôt, les freins, Annie, peuvent aussi être des leviers dans certains cas, c'est-à-dire que si on change la réglementation en faveur de la circularité, ça peut aider. On a parlé d'éco-fiscalité tantôt. Je pense que
je dirais, le volontariat, en fait, a ses limites, c'est-à-dire que l'approche volontaire, il y a toujours une partie de la population qui y adhère, mais il y a une grande partie de la population qui réagit malheureusement à d'autres signaux, entre autres le signal prix. Donc, on parlait d'éco-fiscalité, d'intégrer en fait le coût réel environnemental et social dans le prix des ressources pour être un bon élément pour faire en sorte qu'on cesse de gaspiller les ressources. Parce que malheureusement, dans le réflexe des humains, ce qu'on paie peu ou ce qu'on ne paie pas, on a tendance à le gaspiller. Pensons à l'eau, par exemple. Donc, d'intégrer ces impacts environnementaux et sociaux dans le prix des ressources peut être une bonne approche. Puis il y a aussi, euh, et je pense que le but du lab, c'était ça, hein, c'était de briser les silos entre les individus. On l'a fait au niveau d'expérimentation, au niveau des labs, mais je pense que dans la vraie vie aussi, une fois qu'on passe à l'échelle, il faut conserver en fait cette collaboration. Puis même, j'irais plus loin, je parlerais plus de coopération que de collaboration, donc aller une étape de plus et faire en sorte que les différents maillons, les différents acteurs des différents maillons de la chaîne de valeur puissent être en contact permanent les uns avec les autres pour justement faire en sorte que cette circularité en fait, dans le secteur de la construction puisse se manifester de manière non seulement concrète, mais aussi durable. Et je dirais aussi, ce qui m'encourage un peu, ce qu'on a besoin, en fait, aussi, c'est une espèce de phare hein, pour diriger l'ensemble des joueurs. Et le fait qu'entre autres au Québec, on ait cette stratégie gouvernementale de développement durable dans l'intérieur de laquelle on a une feuille de route économie circulaire et pour laquelle il y a le secteur de la construction comme priorité, peut amener peut-être les différents acteurs justement à avoir au moins des objectifs communs et travailler tous ensemble, coopérer tous ensemble pour être capable de les atteindre. Oui, merci. Puis ça démontre aussi que vraiment chacun a un rôle à jouer là. Je pense qu'avec tous les exemples qu'on a vus aujourd'hui, on le voit. C'est vraiment ça qu'on a essayé de faire dans le cadre du lab, là, pour cette approche de co-création, d'expérimentation, avec ces projets ancrés dans la réalité qui viennent lever les freins ou en tout cas déplacer un peu ce petit curseur-là des freins petit à petit. Dans le contexte actuel aussi, on a parlé de changement de réglementation, mais on a vu aussi dans le lab qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire dans le contexte réglementaire actuel. Donc, c'était vraiment l'idée d'enclencher cette roue-là. Puis Daniel parle de coopération. Je pense c'est ça, on en est au début du changement. On espère pouvoir le poursuivre. Plus de 180 personnes qui se présentent ce matin. C'est peut-être aussi un signal qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour ces sujets-là, puis de l'appétence pour savoir comment s'y mettre aussi. Merci beaucoup. Il nous reste un petit peu de temps, une petite dizaine de minutes pour prendre les questions parmi les participants, s'il y en a. Alice, je ne sais pas si tu veux nous en partager une ou deux que tu as vues dans la session questions-réponses. Oui, je pense qu'il y a une question que je vais adresser à Annie. Donc, en fait, c'est sur la planification des usages futurs de l'environnement bâti. Puis, c'est une personne qui pose une question sur comment la conception modulaire, ça permet comment ça rentre dans la stratégie repenser la conception et comment ça permet de favoriser, de limiter les impacts. Oui, effectivement, c'est vraiment important parce qu'en fait, puis évidemment, il y a certaines natures de bâtiments pour lesquelles ça va être particulièrement louable. Donc, j'avais vu des édifices à bureaux. C'est sûr que quand on va louer les planchers à différentes entreprises, on va vouloir refaire très souvent la configuration. C'est peut-être l'exemple le meilleur que je puisse donner. Donc, si on n'a pas conçu les espaces déjà pour être en mesure de les changer quand les usages changent, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive, on détruit tout l'intérieur. On garde les 4 murs du bâtiment, puis on envoie au site d'enfouissement, puis on recommence avec des nouveaux matériaux. Et très souvent, on n'a pas du tout atteint, en partant, la durée de vie de ces matériaux-là parce qu'on les défait bien avant. Donc, c'est vraiment important parce que si on le conçoit de façon à ce que ces éléments-là puissent être facilement retirés et réutilisés, soit dans une autre configuration ou soit ailleurs, ça peut être vraiment très, très important. Puis, ça peut se faire aussi même au niveau de la structure des bâtiments. Donc, il y a ça a des très longues durées de vie. Donc, de faire des bâtiments qu'on va pouvoir redémonter carrément au complet et remonter ailleurs, là où on en a besoin, c'est énorme parce qu'en fait, c'est tout le cycle de vie. Tu sais, oui, on a le réflexe de penser qu'on n'envoie pas ça au site d'enfouissement, puis absolument, là, parce que c'est une grande problématique, mais c'est tout le cycle de vie. On n'a pas à reconstruire tous ces éléments-là chaque fois qu'on veut les retirer du bâtiment. Le bâtiment Lego. Oui. Puis techniquement, on l'a vu dans 2 des projets du lab, puis ça va être abordé aussi dans les webinaires, mais c'est techniquement, concrètement, dans ce mode de conception, de construction-là, ça veut dire de travailler
d'essayer que les couches soient un petit peu séparées les unes des autres de l'extérieur vers l'intérieur pour qu'on puisse intervenir sur les couches sans devoir tout défaire. Puis des modes d'ancrage, des modes d'assemblage qui sont plus mécaniques que liquides, disons, ou mous. Donc il y a tout ce champ-là qui explore la question de comment concevoir pour l'adaptabilité. Puis il y a pas mal de belles pistes dans les projets du lab. C'est vraiment important. Tantôt, on passait à travers les 4 grandes catégories de stratégie, mais ce n'est pas des silos du tout. Puis en fait, les 3 catégories, 2.1, 2.2, 2.3, c'est essentiel. C'est très lié à la 1 parce qu'il faut concevoir pour être en mesure de les appliquer, ces stratégies-là. Donc, c'est vraiment au moment de la conception où on a un très grand potentiel de s'assurer que les autres stratégies puissent à être mise en pratique. Puis c'est le sujet qui va être abordé dans le prochain webinaire. Justement, on appelle ça boucler les boucles. Donc, c'est bien pour faire le lien entre toutes ces stratégies. Moi, j'avais une question pour toi, Daniel. C'est pas une question du Zoom, mais est-ce que tu peux peut-être clarifier un peu le lien entre économie circulaire, puis réduction des impacts environnementaux et réduction des impacts sur la biodiversité? En fait, oui, il y a des liens assez clairs. On en a exposé un petit peu tantôt. C'est sûr que toute la question lorsqu'on prélève des ressources, qu'on extrait des ressources dans l'environnement, ça demande, puis qu'on les transforme en composantes ou en produits. En fait, dans un premier temps, lorsqu'on extrait les ressources, que l'on le fasse, par exemple, dans une forêt pour le bois ou qu'on le fasse, évidemment, dans des mines pour récupérer des métaux, des minéraux, tout ça a un impact, évidemment, sur la biodiversité. Donc, si on est capable de maintenir le plus longtemps possible ces ressources-là dans l'économie, bien, évidemment, on réduit notre besoin d'extraire des ressources dites vierges et forcément, on a un impact positif sur la préservation de la biodiversité. Même chose, beaucoup d'énergie est consommée en fait durant la phase d'extraction et de première transformation. Donc, si encore une fois, on évite ces phases-là en amont en conservant les produits le plus longtemps possible dans l'économie, bien, évidemment, nos productions, si on veut, notre génération de gaz à effet de serre devrait être réduite d'autant, si on veut. Donc, il y a un impact très positif sur la réduction des changements climatiques et sur la préservation de la biodiversité. Puis, il y a plusieurs spécialistes qui disent que c'est absolument impossible d'atteindre nos cibles en matière de gaz à effet de serre et de préservation de la biodiversité sans circulariser l'économie. Et encore une fois, ce n'est pas un saint Graal non plus. Même si on ne fait que circulariser nos flux, si on continue de consommer comme on consomme là, avec en plus l'accroissement de la population, évidemment, on va retarder le problème, mais on ne résoudra pas le problème. Donc, l'application de la sobriété dans notre consommation est également un élément extrêmement important qu'il faut ne pas négliger. Autrement dit, je dirais la technologie ne résoudra pas tout. Il faut aussi, évidemment, appliquer des comportements qui soient les plus vertueux possibles et responsables par rapport à nos ressources et l'environnement, évidemment, dans lequel on vit. C'est assez bien expliqué pour ceux qui chercheraient une ressource autour de ça, notamment dans le Circularity Gap Report. Ils expliquent que vraiment derrière notre chiffre, notre indice de circularité, il y a le fait que les ressources ne sont pas assez bien circularisées, mais qu'en absolu aussi, on en consomme trop. Donc, et ce qui est peut-être qu'on pourrait mentionner, c'est que quand on regarde depuis qu'on mesure la circularité de l'économie mondiale, on a vu, au lieu d'avoir un accroissement de circularité, on a vu une chute de la circularité, alors que la notoriété de l'économie circulaire, elle, depuis les 5 dernières années, a triplé. Donc, on parle 3 fois plus d'économie circulaire qu'il y a 5 ans, mais en même temps, l'indice a chuté. Pour toutes sortes de raisons, en fait, mais on ne s'inscrit pas encore dans une trajectoire, je dirais, positive par rapport à la circularité, puis ça, c'est important de le mentionner. Merci Daniel pour cette réponse, mais justement pour augmenter cet indice de circularité, tu penses que il y a une question dans le chat sur l'engagement du gouvernement du Québec pour augmenter le taux de circularité. Qu'est-ce que tu penses, c'est quoi les actions pour la suite? En fait, là, en ce moment, comme je le disais tantôt, on a une feuille de route qui a été dévoilée assez récemment. Le gouvernement travaille sur le plan de mise en œuvre de la feuille de route. Et c'est là qu'on va voir. En fait, la feuille de route, elle s'adresse d'abord et avant tout au ministère et aux sociétés d'État, et non pas aux entreprises directement ou aux citoyens directement, mais indirectement par les ministères, en fait, qui les concernent. Si le gouvernement met en œuvre, évidemment, son plan avec en soutien je dirais des lois, des règlements, je
je dirais aussi des programmes de subvention pour aider à la fois les entreprises et les territoires à se circulariser. Je pense qu'on va y arriver. Et le gouvernement s'est donné aussi une cible d'augmenter de 3,5 à 5 la circularité de l'économie québécoise pour 2025. Donc, 2025, c'est demain matin. Alors, donc, en fait, il faudra mettre les moyens qu'il faut pour atteindre cette cible-là. Et j'espère, moi, que pour 2030, on va doubler cette cible-là, donc passer à 7 pour 2030. Ça, c'est mon souhait personnel, là. Ça n'engage que moi. Mais je pense que ça démontrerait, en fait, évidemment, un peu d'ambition, sachant qu'il y a des territoires comme, par exemple, les Pays-Bas qui sont à 24,6 de leur économie circularisée. Donc, on est encore loin du compte, alors que le Québec demeure quand même le territoire où il y a le plus d'initiatives de circularité en Amérique du Nord. Donc, mais il faut que ces initiatives-là se mettent à l'échelle et aient évidemment des retombées les plus larges et durables possibles. Puis le fait de la feuille de route travaille dans le fond sur les mêmes secteurs que l'écosystème de l'Arbre aussi, donc il n'y a pas que la construction qui est à travailler. Là, il faut vraiment tout pousser en même temps. Donc, voilà. Et puis, je pense qu'on peut aborder, il y a plusieurs questions dans le chat sur la suite du Lab Construction, qu'est-ce qui va se passer pour après. Donc, je pense que vous allez le voir dans la série de webinaires, on a touché, voilà, on a commencé à débloquer certains freins, à tester certaines solutions, à identifier des leviers. Mais c'est sûr que c'est une épine, c'est une toute petite chose. Il reste encore beaucoup à faire. Donc, je ne sais pas si Annie, tu peux nous en dire plus sur ce qui va potentiellement se passer pour la suite du lab, sur Continue ou pas. Oui, mais en fait, effectivement, on est en train on ne va pas laisser tout ça là, ça serait dommage. Ouais. On est en train de plancher sur l'élaboration d'une phase 2 au laboratoire. Ça va être une initiative conjointe entre le CERIEC et l'Institut adapté, dont très, très rapidement, on a fait mention, là, puisque j'en suis aussi la directrice scientifique, donc qui vise à aller vers un environnement bâti, donc vraiment le secteur de la construction, résilient au changement climatique et aussi circulaire, parce que, évidemment, l'adaptation au changement climatique se fait dans un contexte où on est en transition vers la circularité puis la réduction de l'impact environnemental. Il faut absolument que tout ça se fasse en même temps. Donc, on est en train de travailler sur un projet pour pousser plus loin. Ces deux instituts-là, le CERIEC et Adapté, vont mettre en place, on va chercher des partenaires, tout ça, puis on va viser à évidemment conserver le modèle de laboratoire vivant qui est un succès, puis je pense qu'il doit vraiment poursuivre en termes de co-création et de montage de projets d'expérimentation, puis potentiellement élargir aussi à des projets qui pourraient venir de différents partenaires, de différentes parties prenantes, toujours avec cet esprit-là que ça doit être évidemment des projets dont tous vont devoir bénéficier. Il faut disséminer le plus possible les résultats qu'on fait pour être en mesure d'en augmenter l'impact. Mais on devrait avoir un lab phase 2 qui va être potentiellement plus en mesure d'aller chercher plus de personnes puis des impacts dans différents milieux. Parce qu'on ne peut pas penser que, on parlait tantôt, les ornières de l'économie circulaire, de l'économie linéaire, sont très profondes. Donc, penser qu'on a complètement révolutionné le secteur de la construction en 3 ans, ça serait un peu illusoire. Donc, je pense que cette phase 2-là, qui a encore plus d'ambition, elle est incontournable. Et puis, on espère évidemment qu'elle va être fructueuse, en fait. Voilà. Est-ce qu'on prend peut-être rapidement, Daniel, une question dans le chat qui demande est-ce que la circularité existe ailleurs au Canada? Puis peut-être un petit aperçu rapide de ça en 1 minute. La circularité au Canada, je dirais qu'en Amérique du Nord, de façon générale, on n'est pas très circulaire si on se compare à l'Europe qui a des réglementations et des ambitions beaucoup plus grandes, puis même à l'Asie où la Chine, en fait, occupe une position de tête, de même que le Japon et la Corée du Sud. En Amérique du Nord, on n'est pas encore vraiment là. Dans le reste du Canada, je dirais, il y a l'Ontario qui a une loi sur l'économie circulaire depuis quelque temps. Il y a pas mal de projets qui s'y déroulent également. Du côté de l'Ouest canadien, il y a aussi, évidemment, en Colombie-Britannique, on retrouve aussi des initiatives, mais rien de comparable, puis je le dis pas avec, je le dis avec certaine fierté, mais rien comparable au Québec, je dirais.
Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, bon, l'ensemble des provinces canadiennes s'y appliquent. Et il y a une coalition canadienne sur l'économie circulaire dont on fait partie depuis 2018 et qui vise justement à faire en sorte que l'économie circulaire puisse se développer à l'échelle canadienne, voire nord-américaine. D'ailleurs, Montréal recevra l'année prochaine le deuxième sommet canadien sur l'économie circulaire en 2025. Et je pense que ça peut donner le coup, on l'espère, en tout cas l'inspiration à d'autres provinces de se lancer dans l'aventure. Puis, on a déjà publié il y a quelques années, en fait, les leçons apprises au Québec sur notre montée en compétences, si on veut, sur l'économie circulaire. Ça a été fait en anglais, justement, à l'attention des autres, de nos collègues des autres provinces. Donc, on espère que ça va les inspirer. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci aux participants pour les questions. Merci à Émilie, je pense que tu as répondu à certaines de ces questions-là. Si jamais il y a des choses vraiment importantes, vous ne voyez pas de réponse arriver non plus dans les prochains webinaires et vous trouvez que ça mérite un échange, vous pouvez nous écrire par courriel. On va indiquer nos coordonnées dans le chat si besoin. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce premier webinaire. Donc, le prochain a lieu ce jeudi, le 30 mai à 11 h. Il s'intitule Boucler les boucles, conception circulaire et déconstruction, comme le disait Alice à l'instant. Donc, il y a un QR code qui s'affiche à l'écran si vous voulez le scanner avec votre cellulaire. Puis sinon, le lien direct pour inscription va vous être aussi partagé dans le chat. Comme on l'a indiqué au début du webinaire, la plateforme avec l'ensemble des ressources disponibles s'en vient très bientôt. On vous a mis quand même un petit aperçu en exclusivité de la page d'accueil. Donc, elle est presque prête. On vous partage ça dès que possible par courriel dans les prochains jours, probablement. Je vais me tourner vers nos deux invités pour le mot de la fin. Donc, notre série de webinaires s'intitule « Expérimenter la circularité ». Donc, on a décidé de poser la même question à l'ensemble de nos invités au cours de ces 8 webinaires. C'est un peu notre fil rouge. Donc, je vous la pose. Que retenez-vous en un mot de votre expérience ou même de votre expérimentation? Parce que c'était ça finalement au sein du lab. Daniel. En fait... J'ai dit en un mot? En un mot. En amont, Ou deux. En aval ou en amont. Moi, je dirais beaucoup de fierté d'une part, parce qu'évidemment, ce concept de lab d'accélération avait été réfléchi au moment où je dirigeais en fait l'Institut EDEC sur le campus de l'Université de Montréal, mais on ne l'avait jamais concrétisé en tant que tel. Et je constate, évidemment, grâce à vous, qu'il avait mis au monde, ce premier lab, que les résultats du lab, en fait, les retombées du lab sont beaucoup plus grandes que ce qu'on avait escompté au départ avec cette vision de laboratoire vivant qu'on avait esquissé à l'Institut EDEC. Donc, moi, je pense que c'est une phase qui est incontournable pour faire en sorte que la circularité se déploie à l'échelle québécoise. Et je pense que, avec la feuille de route que le gouvernement a mis au monde, on est totalement en phase avec cette approche-là. Donc, moi, je vois beaucoup d'optimisme dans cette façon de faire les choses. Puis je pense qu'on va inspirer aussi d'autres je dirais, organisations à travers le Québec et le Canada à faire de même. Donc, on ne veut pas avoir un modèle qui est exclusif à nous. On veut plutôt le disséminer le plus large possible. Et je pense, en tout cas, ce que le lab a confirmé, c'est qu'on est dans la bonne trajectoire avec les bons outils. C'est ce que j'en retiens de mon côté. Puis, le fait que le lab en tant que tel a connu une popularité grandissante au fil de ces 3 années-là. En fait, on n'a pas atteint de plateau, c'était vraiment un crescendo en fait tout le long. Moi, ça me confirme que c'est la bonne chose à faire. C'est pas un mot. On va retenir fierté, optimisme, dissémination. C'est ce que vous voulez dans le nuage de mots que je viens d'évoquer. Ouais. Merci, Annie. Moi, je vais utiliser le mot catalyseur. J'ai trouvé vraiment impressionnant à quel point, puis c'était le premier lab, puis là, on va évidemment reproduire et améliorer le concept, mais justement, très rapidement, on a vraiment accueilli des gens d'un peu partout dans la chaîne de valeur, avec beaucoup d'enthousiasme, des projets, donc autant dans les différentes activités de dissémination qu'on fait, là, on voyait énormément d'enthousiasme, puis des fois, oui, c'est un petit projet qui peut sembler peut-être, OK, une petite goutte d'eau dans l'océan, mais c'est tout ce que ça fait comme effet d'entraînement ensuite, où les gens ramènent
cette culture-là dans leur propre milieu, puis ça crée beaucoup d'intérêt, puis beaucoup aussi d'une compréhension des enjeux, puis de comment on peut changer les choses qui peuvent, je pense vraiment, un peu comme un effet domino, accélérer, j'espère, en tout cas, la transition. Fait que je pense que ça a eu cet effet-là. Puis, ben, je souhaite autant avec les autres labs qu'avec la phase 2 du lab construction, on arrive à pousser ça plus loin un peu. Mais mon mot, ça va être pertinence. Merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève notre premier webinaire de la série. On vous laisse partir manger. Merci beaucoup, Daniel, Annie, Alice. Merci à vous. Merci aux participants de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci, Émilie et Karl, pour le soutien technique. On se retrouve jeudi à la même heure pour la suite. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.